parce qu'il s'était un peu mal exprimé peut-être, sans doute un peu des deux. De l'aigu au chronique, avec toutes ces nuances, toutes ces réalités, la différence selon les pathologies, avec des conséquences humaines, organisationnelles et sociales. C'est tout cela que nous allons explorer ensemble aujourd'hui avec un programme très riche et très dense. Alors sans plus attendre, j'invite Danielle Banel, vice-présidente de l'association, à venir nous rejoindre. Est-ce que tu veux parler au pupitre ou là avec un micro, comme tu veux? Danielle. Eh bien, bonjour à vous tous, qui malgré une période encore compliquée, nous avez rejoints ce matin. Après les difficultés des années Covid passées, c'est avec un plaisir tout particulier que toute l'équipe de notre association ELI est heureuse de vous accueillir dans cette belle capitale des Hauts-de-France pour notre 8e édition du colloque « L'informons-nous ». Exceptionnellement, ce n'est pas notre président, Guy Bouguet, qui vous souhaite cette bienvenue. Lui aussi, il a fait une mauvaise rencontre avec un virus et la prudence lui impose de rester encore au repos. Nous lui souhaitons un excellent rétablissement. Ceci rappelle à nous tous ici, s'il en était besoin, que tous les membres de notre association, même les très anciens malades du lymphome, nous restons une population à la santé fragile. Suite aux résultats de différentes enquêtes réalisées auprès de personnes ayant surmonté un lymphome, nous avons cette année choisi pour thème de notre colloque la maladie de l'aigu au chronique. La chronocycisation de notre maladie renforce l'importance du maintien, voire de l'amélioration de la qualité de vie et la spécification de soins sur le long terme. Pour cela, outre les progrès constants des traitements curatifs, il est nécessaire que les effets indésirables de la maladie et de ses traitements soient pris en charge par une offre de soins adaptée et pérenne. La toute dernière enquête de la Ligue contre le cancer, qui a été publiée le mois dernier, montre que 78% des personnes interrogées sur ce sujet souffrent toujours des conséquences de leur cancer et de ses traitements plus de 16 ans après la fin de ces traitements. ELI insiste tout particulièrement pour l'amélioration de la prise en charge de la fatigue qui nous touche fréquemment. À l'issue de ce colloque, nous espérons que vous aurez trouvé des réponses aux nombreuses questions que se pose un lymphomane ou un proche aidant face à cette maladie et à ses suites. Pour nous, membres d'Ensemble Leucémie Lymphome Espoir, la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Et c'est pour cela que vous nous trouverez toujours à vos côtés, pour vous soutenir, pour vous informer, vous représenter et contribuer par les bourses que nous donnons à faire progresser la recherche sur notre maladie. Nous vous souhaitons un bon colloque et une excellente journée parmi nous. Merci Danielle. Merci Danielle, et on fait un coucou à Guy qui nous regarde ça peut-être de chez lui, très certainement. En lui souhaitant un prompt rétablissement pour nous rejoindre très vite dans les prochains événements d'ELI. Chronicisation, Daniel en a parlé, on va en parler toute la journée. D'abord avec le regard scientifique médical des hématologues. Donc j'invite les docteurs Christophe Ruchard et Pierre Morel à me rejoindre sur l'estrade. ELI, vous le savez, est la fusion de plusieurs associations autour de différentes hémopathies. Voilà, vous n'avez pas eu le temps de vous saluer, mais vous vous connaissez bien. Voilà, un de chaque côté de moi, comme ça on va pouvoir échanger. Vous pouvez prendre chacun un micro.
Alors le micro, hein, vous avez l'habitude de coller au menton, comme ça, il ne bouge pas quand vous parlez. Différentes pathologies, je le disais, à la fois les lymphomes, les leucémies lymphoblastiques, pas lymphoblastique, ça c'était la mienne, c'est pour ça que j'ai toujours le réflexe. Leucémie chronique, maladie de Van der Stroom, réalité, tout ça chronique ou pas. Docteur Christophe Ruchard d'abord, vous êtes hématologue au centre hospitalier de Dunkerque. Vous êtes spécialisé dans les lymphomes. Peut-on parler de maladie chronique dans ce cadre-là? Dans quel cadre? Est-ce que c'est un mot que vous utilisez? Alors, on peut être amené à l'utiliser dans les lymphomes. Bien collé. C'est suffisamment Merci. collé, là? Ça va? Ça va, très Donc, bien. on peut être effectivement amené à utiliser ce terme dans les lymphomes. Néanmoins, les lymphomes, comme vous le savez probablement, ça représente quand même une très très grande variété de maladies dans lesquelles on retrouve des maladies chroniques, qu'on appelle aussi indolentes, mais aussi toujours des maladies de forme aiguë, à développement rapide, où les malades sont rapidement symptomatiques et pour lesquels il faut mener les investigations diagnostiques et thérapeutiques le plus rapidement possible. Alors, si on veut être simple, la forme la plus fréquente des lymphomes non-hodgkiniens, c'est le lymphome diffus, à grandes cellules, qui représente à peu près un tiers de tous les lymphomes, et c'est plutôt une forme agressive, donc plutôt une forme aiguë. Les lymphomes indolents, globalement, représentent, elles aussi, si on mélange un peu tout, un tiers des lymphomes. Et puis après, la classification est vraiment très très complexe. Elle est de plus en plus complexe, elle vient de changer cette année. Donc oui, on peut être amené à parler de formes chroniques dans certains lymphomes, mais pas tous. Quelle proportion? Est-ce que vous avez une idée de proportion? Est-ce que vous avez une idée de l'évolution Alors, l'évolution, c'est grâce au traitement que les évolutions se font aussi, mais comme je disais, les lymphomes agressifs à grandes cellules, c'est un tiers. Après, c'est divisé en des tas de petites entités. Il y a les lymphomes du manteau, par exemple, qui représentent moins de 10%, qui, une part, est indolente, chronique, d'autres parts sont agressives. Il y a à l'extrême des lymphomes qui ont une forme très aiguë, qui ressemble un peu à des formes de leucémie, en fait. Mais là, ça représente quelques pourcents. Donc si on veut être vraiment très simple, on va dire qu'en grosso modo, la moitié des lymphomes non-hodgkiniens sont agressifs et l'autre moitié est peut-être considérée comme indolente ou chronique. Mais c'est approximatif. Bien sûr, c'est ce que je vous demandais. Docteur Pierre Morel, vous êtes aussi hématologue, vous au CHU d'Amiens, et vous êtes plus spécialisé dans les leucémies lymphoïdes chroniques et la maladie de Waldenström, je vais essayer de bien le prononcer. Alors là, c'est plus facile, le mot chronique est dans le nom de la maladie. Oui, merci beaucoup de m'inviter pour cette discussion, effectivement, qui pose pas mal de problèmes. Effectivement, leucémie lymphoïde chronique, maladie de Waldenström. Collez bien, comme ça, quand vous bougez, il reste avec vous. Voilà, donc, c'est des maladies chroniques. Alors, peut-être qu'on peut passer vous avez juste une petite... Non, il n'y en a qu'une seule. Ah bah voilà, elle est là, excusez-moi, j'ai été trop vite. Elle avait été passée. Je ne sais pas si Christophe est d'accord. Enfin, j'avais préparé un peu qu'est-ce que veulent dire ces mots du point de vue clinique, avec peut-être aussi un œil peut-être méthodologique, parce que c'est quelque chose qu'on fait assez bien également sur Amiens. Donc, aigu, effectivement, ça veut dire aigu. Donc, l'évolution est rapide spontanément. Hein, ça veut dire agressif, mais en général, ça veut dire également guérissable. Guérissable au sens où on peut faire partir définitivement la maladie, avec des délais qui sont variables. Hein, par exemple, dans le lymphome diffus à grande cellule B, dont a parlé Christophe, en général, on considère qu'au-delà de 2 ans, après la fin du traitement, le risque que la maladie revienne devient extrêmement faible. Pour d'autres lymphomes beaucoup plus rares, comme le lymphome de Burkitt, comme le lymphome anaplasique, on pense que c'est même plutôt 1 an. Inversement, pour les maladies chroniques, là, ce n'est pas du tout la même chose. Le but n'est pas, on a essayé par le passé de les faire partir définitivement, et en fait, on n'y arrive pas. Vaut mieux vivre avec, surtout qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, et donc c'est plus des maladies effectivement chroniques, au même titre que le diabète, le rhumatisme, qui peuvent évoluer par poussée, et à ce moment-là, on a des traitements à mettre en œuvre. Et pour la maladie de Waldenström, c'est pareil? Donc, parmi les maladies chroniques, la maladie de Waldenström, la leucémie lymphoïde chronique, comme son nom l'indique, hein, mais à la limite, je
j'aurais tendance à proposer que le mot chronique veut dire également un comportement totalement différent de la maladie et donc une prise en charge totalement différente. Disons que dans un lymphome agressif, le but du traitement va être donc d'essayer d'éradiquer la maladie, qu'inversement, dans une maladie chronique, le but est d'améliorer les symptômes. Alors, dans certains cas, le but peut être, dans certaines maladies comme la leucémie lymphoïde chronique, d'obtenir le moins de maladies possible à la fin du traitement. Ça sera corrélé avec le fait que les personnes seront statistiquement plus longtemps tranquilles. La réponse durera beaucoup plus longtemps, statistiquement. Dans d'autres lymphomes indolents, le fait de faire partir au maximum la maladie ne semble pas avoir le même impact sur la durée de la réponse. Donc c'est vraiment très très hétérogène. Ça fait combien de temps que dans les lymphomes, vous commencez à parler un peu de maladies chroniques? Je citais tout à l'heure l'exemple de ce médecin sur un plateau de télé il y a une vingtaine d'années qui s'était fait un peu rabroué parce qu'il avait commencé à parler de chronicisation des cancers, il était très général. Ça fait combien de temps que vous, dans le cas des lymphomes, vous parlez un petit peu de ce terme? Presque depuis le début, puisqu'on vient de le dire. Il y a des formes déjà d'emblée qui, par nature, finalement, sont chroniques. Et qui parfois ne nécessitent d'ailleurs au début de leur évolution aucun traitement et simplement un suivi. Donc on en parle finalement depuis le début. Ce qui peut être nouveau, c'est que certaines maladies qui sont aiguës, en tout cas au début de leur présentation, au fur et à mesure des évolutions thérapeutiques, peuvent effectivement s'apparenter après à une évolution chronique. Vous voulez compléter? Oui, non, tout à fait d'accord. Effectivement, je crois qu'il y a des maladies qui sont éradicables, guérissables. Donc, effectivement, ça dépend ce qu'on appelle chronique. Si c'est chronique, c'est avoir à gérer un très long terme. Pour des lymphomes agressifs, oui, et c'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on arrive à éradiquer la maladie pour une fraction importante des personnes du premier coup. Et puis pour les maladies chroniques indolentes, par définition, oui, elles sont chroniques, avec une chronicité effectivement qui dure de plus en plus longtemps parce qu'on les connaît mieux et parce qu'on a des moyens thérapeutiques également qui sont très nettement améliorés depuis les dernières décennies, oui. Oui, ça dépend un peu de ce qu'on met comme réalité aussi derrière le mot chronique. Et comment vous faites comprendre à vos patients, justement, quand on utilise ce gros mot de chronicité, ces différentes réalités et questions subsidiaires, qu'est-ce que ça change dans l'accompagnement, dans les parcours de ces patients? Finalement, c'est pas si évident que ça, hein, je pense, de parler dès le début, finalement, de maladies chroniques. Ça sous-entend que ça s'en ira jamais, en fait. Hein, donc, et qu'on est parti pour un temps long, mais finalement avec une maladie qui sera toujours plus ou moins présente, parfois avec des besoins de traitement, parfois avec simplement de la surveillance, mais il y aura toujours cette maladie qui sera là présente. Donc je pense que autant au tout début, quand finalement la maladie est peu ou pas symptomatique, et qu'on propose un suivi, une surveillance au début, ça peut être plutôt, entre guillemets, plus facile. Mais avec le temps, ça devient beaucoup plus difficile. Et je pense que les malades qui ont une maladie chronique ont parfois des difficultés d'ordre aussi psychologique, finalement, à suivre. Et puis, ils sont fatigués. Et ceux qui sont en activité professionnelle, ça peut avoir un impact sur leur vie professionnelle, sur leur vie privée. Parfois plus qu'une maladie aiguë qui, effectivement, on peut parler de réponse. Les lymphomes diffus à grandes cellules, on a, entre guillemets, mis en rémission guéri à peu près les 3/4 maintenant, du premier coup. Voilà. Donc... Et du coup, est-ce que vous apprenez de vos collègues qui sont dans la chronicité depuis de manière définitive, enfin, de manière avec le mot chronique dans le mot, ces parcours, ces évolutions des parcours, je reprends ma question, ces évolutions des parcours, comment est-ce qu'ils se dessinent différemment? Est-ce que vous impliquez de nouveaux professionnels ou des nouvelles compétences de vos équipes avec cette évolution vers de plus en plus de maladies chroniques? Qu'est-ce que ça change aussi dans votre organisation? Alors, dans notre organisation propre médicale, rien, mais c'est vrai que par contre, on peut être amené à avoir un versant social
qui est, on va dire, sur le plus long terme, je l'ai dit tout à l'heure, un versant psychologique, qui fait que ces malades, ils doivent être non pas accompagnés que sur un plan purement médical, mais aussi par d'autres acteurs de la santé. Et d'ailleurs, je crois qu'on va On va en parler un peu, mais je voulais avoir aussi votre point de vue en tant que médecin. Vous, l'organisation, il y a une organisation particulière dans le cadre d'une... Oui, enfin, je pense qu'effectivement, cette notion de chronicité modifie un peu l'organisation par la nécessité d'appeler d'autres compétences. Alors, si on est dans les lymphomes agressifs, par exemple, c'est vrai qu'il y a une chronicité. Oui, allez-y. Qui marche. Ouais. Donc, je trouve que la chronicité, elle est quand même au prix d'un traitement qui est assez agressif pendant les 6 premiers mois. Duquel il faut se remettre. Et donc, c'est vrai que maintenant, avec les activités physiques adaptées, par exemple, c'est sûrement assez important d'essayer de maintenir un minimum d'activité physique. Bon, bien sûr, il ne s'agit pas de faire l'exploit, mais de façon à pouvoir récupérer après dans les suites beaucoup plus rapidement que si... et donc ça, je trouve que c'est une notion assez récente et qui est sûrement importante à mettre en place pour essayer, une fois le traitement terminé, de revenir au plus vite, dans la mesure du possible, à l'état antérieur. Pour ce qui est des maladies chroniques, ben ça c'est comme l'a dit Christophe, effectivement, c'est pas facile d'admettre que l'on a une maladie chronique. Alors je pense que, mais finalement, des maladies chroniques, il y en a beaucoup. Hein. Il y a le diabète, il y a des rhumatismes, il y a tout un tas de maladies chroniques. Bon, là, il y a cette notion de lymphome, de malignité qui fait que je pense que c'est beaucoup plus difficile à accepter. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a un soutien psychologique parfois, même assez souvent au départ, surtout quand on n'y a pas de traitement. En général, on va voir un médecin, on s'attend à avoir un traitement, et là, on dit que ce n'est pas nécessaire. Donc, il y a un travail d'explication à faire qui peut parfois devoir être répété plusieurs fois pour que ce soit bien compris, bien accepté. Et puis même dans le suivi aussi, des personnes qui sont suivies depuis quelques années, puis pour une raison X, bon ça c'est tout, c'est la nature humaine, on peut craquer, c'est bien humain, c'est bien normal, et à ce moment-là, effectivement, avoir à réexpliquer. On a parfois des consultations, des gens qui sont stressés. C'est vrai qu'on est dans un monde où le stress est assez fréquent, et à l'occasion d'un événement X, on repense à sa maladie, et puis on se pose des questions. Donc oui, effectivement, il y a une prise en charge psychologique assez importante dans ces maladies chroniques indolentes. Et finalement, la différence entre une maladie chronique indolente stabilisée et le suivi après un cancer aigu, avec éventuellement des effets indésirables, c'est à peu près la même organisation, le même suivi, le même parcours pour le patient ? Alors en plus, non, c'est pas. Enfin, en matière de tumeur solide, là, je serais bien incapable de dire quoi que ce soit. Par contre, en matière de lymphome, effectivement, on a tendance à dire qu'il faut répéter des scanners pour dépister, voir si la maladie revient. Et en fait, il y a eu des études qui ont montré que finalement, ce n'est pas très utile, c'est même faussement rassurant. Dans les lymphomes indolents, le traitement ne va pas être initié si jamais il y a un petit ganglion qui apparaît. C'est vraiment des maladies qui évoluent par poussée. Donc si jamais on a des critères pour mettre en route un traitement et pour remettre en route un traitement, donc il n'y a pas d'urgence, comme pour d'autres cancers où on parle de bilan d'extension, localisé, disséminé, d'après ce que je sais, à vouloir dépister absolument au plus vite la maladie. Donc ça, c'est pas toujours facile à faire admettre. Finalement, pour l'instant, le plus fiable, si on parle de... Si le suivi, l'objectif du suivi, c'est de dépister la récidive, le plus fiable, c'est encore l'état général du patient pour l'instant. Si les choses vont bien, bon, a priori, ça va. Bon, après, effectivement, on a d'autres petits éléments de la prise de sang qui peuvent aider. Voilà, donc ça, c'est pas non plus facile à accepter. Alors, les choses ont peut-être changé avec les biopsies liquides, mais ça, pour l'instant, on n'y est pas. Même question ? Oui. Alors, on va dire qu'il y a quand même quelques différences. Si on reprend toujours le lymphome diffus à grandes cellules, on sait bien que finalement, au-delà de 2 ans, ce qu'on surveille plutôt, c'est peut-être les effets plus toxiques des traitements que les risques de récidive, finalement. Et puis, généralement, au bout de quelques années, souvent de façon un peu... À partir de la 5e année, on propose même maintenant d'arrêter complètement le suivi. A contrario, les maladies chroniques, on continue de voir les gens régulièrement. Ça peut être une fois tous les ans, par exemple. Mais effectivement, on limite beaucoup maintenant les investigations radiologiques. On se limite souvent à les prises de sang.
Concernant les biopsies liquides, c'est-à-dire la recherche de marqueurs de la maladie dans le sang, effectivement, on en a parlé là aux journées du LISA, c'est quelque chose qui commence à prendre de plus en plus peut-être d'importance, mais pour le moment, ça reste encore expérimental, c'est-à-dire on ne sait pas comment vraiment on les utilisera dans l'avenir. Pour l'instant, c'est toujours la clinique qui prime. Alors, cette journée est aussi la vôtre, donc si vous avez des questions, des remarques, si ces termes-là aussi vous posent question, n'hésitez pas à lever la main. Des micros vont passer dans la salle. De même que sur Internet, il y a moyen de poser des questions et de nous les faire parvenir, je crois, par micro interposé à la régie. S'il y a des premières questions, n'hésitez pas. Hein. Je vois pour l'instant pas de main qui se lève, mais s'il y a une main au milieu, là. Vous pouvez apporter le micro à Charlotte. Dis-moi, vous avez parlé de l'importance de l'activité physique adaptée, notamment après les traitements, et pour pouvoir récupérer une forme qui soit optimale. Et néanmoins, les études, et Dany parlait de la dernière étude de la Ligue contre le cancer sur les soins de support, montrent que la proposition de l'offre d'activité physique adaptée reste extrêmement insuffisante. Donc j'aurais voulu... Elle est proposée, selon cette étude, elle était proposée à 19% des patients touchés par le cancer, et Elie avait fait une étude il y a 4 ans où le résultat de l'étude était encore pire. Donc pour les patients touchés par le lymphome, cette activité physique adaptée était proposée à 9% des patients. Donc voilà, j'aurais voulu avoir votre opinion sur le sujet et savoir comment on pouvait améliorer la situation. Oui, effectivement, pour l'instant, c'est loin d'être systématique comme vous le soulignez. Alors je pense que pour ce qui est de la proposition, c'est également une notion qui est relativement récente, hein, de l'importance de l'activité physique adaptée. C'est quelque chose qui qui a été identifié relativement récemment, enfin il y a quelques années. Mais néanmoins, même si c'était systématiquement proposé, je ne suis pas certain qu'effectivement les ressources soient présentes pour l'appliquer systématiquement. Alors effectivement, il y a un gros travail à faire. Bon, on a une étude dans certains hôpitaux de la région qui font des autogreffes pour essayer de démontrer dans un modèle, c'est pas le lymphome, c'est une autre maladie maligne hématologique, mais où les traitements sont beaucoup plus standardisés hématologiques, donc c'est plus facile d'essayer de démontrer l'intérêt de l'activité physique adaptée dans un groupe très très homogène du point de vue traitement de personnes. Donc il y a une étude qui est en train d'essayer de démontrer qu'effectivement, de façon méthodologiquement correcte, l'importance de ce point, en espérant que cette démonstration, si on arrive à la faire, sera un élément supplémentaire pour essayer d'implémenter et d'avoir les moyens nécessaires pour assez systématiquement proposer cette activité physique. Hein. C'est probablement pas systématiquement obligatoire, mais quand même, je pense que l'immense majorité des personnes devraient en tirer le bénéfice, oui. L'activité physique adaptée de votre côté? Non, mais vous avez raison. On en parle, mais c'est pas... Après, effectivement, les ressources, il faut du monde pour s'occuper de ces gens-là. C'est souvent basé, enfin, je sais pas, à Dunkerque, c'est sur le mode associatif, hein, donc c'est encore par la bonne volonté de certains. Il n'y a rien de vraiment organisé par, en tout cas, les institutions hospitalières ou les agences, etc. C'est démontré que l'activité physique a un impact favorable sur la survie, même. Mais l'offre est certainement bien en deçà de ce qu'on devrait faire. Donc on a une grande marge de progression. Et comme tu dis, effectivement, pour l'instant, c'est beaucoup sur la débrouille, si on peut dire. Oui, l'activité physique, le sport sur ordonnance, tel qu'il a été mis dans les textes, c'est un peu, pas de la rigolade, mais en tout cas pas encore une réalité.
Déjà, je ne vois pas trop l'intérêt de faire une ordonnance pour aller faire du sport. Mais enfin, je pense que on ne peut que recommander de faire une activité physique et expliquer que... Parce qu'il y a des gens qui hésitent aussi, hein, qui ont peur, Comme on ne sait pas pourquoi on a un lymphome la plupart du temps, il y a des gens qui s'imaginent qu'il y a des choses qu'ils n'osent pas faire. Donc, au contraire, on leur dit qu'il faut le faire. Après, il y en a qui le font eux-mêmes, hein, tout seuls, sans avoir besoin d'un soutien particulier. Ceux-là, je ne sais pas s'ils sont comptabilisés forcément dans les études de statistiques. Ben non, faire une ordonnance, c'est peut-être pas très utile. Je pense qu'il faut surtout informer et puis essayer de structurer un peu mieux les choses. Je pense oui, c'est juste effectivement, enfin, il y a cette activité. Enfin, c'est pas vraiment du sport en fait, hein, c'est reprendre une activité. Hein, on ne demande pas l'exploit immédiatement. Hein. Et donc c'est quelque chose qui se fait par exemple après une chirurgie cardiaque, après une intervention lourde. Ça passe assez communément qu'il y a besoin d'un peu d'activité, qu'il y a une intervention orthopédique, ça passe assez facilement. Bon, je pense qu'en hématologie, comme c'est beaucoup de traitement d'hôpital de jour, ça peut paraître moins lourd, mais par exemple au décours d'une hospitalisation prolongée, forcément il y a une perte musculaire. Donc à ce même titre, on peut proposer une activité physique au même titre que si ça avait été après une intervention chirurgicale. C'est quand même une période assez difficile pour le patient lors de cette prise en charge. Mais on rappelle que le bénéfice a été prouvé au niveau thérapeutique dans certains cancers, oui. Et d'abord en termes de qualité de vie, de gestion de la fatigue. En cancer, mais en hématologie, ça a été moins étudié. Mais bon, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Bien sûr. Une autre question. Justement, j'allais rebondir là-dessus. En cancérologie, notamment au centre Léon Bérard à Lyon, pour pouvoir bénéficier de l'activité physique adaptée, il faut un certificat médical pour pouvoir prouver en fait l'aptitude de la personne à réaliser ces exercices. Et donc, du coup, en hématologie, c'est ce que vous disiez, c'est pas encore bien établi. Le certificat médical pour le sport, c'est très français, ça. Alors, si vous allez à l'étranger, vous n'avez pas besoin de certificat médical pour faire du sport. Personnellement, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. J'ai assisté à un colloque, enfin un webinaire justement de Lyon Bérard qui disait que c'était nécessaire, donc c'est pour ça que je me Oui, c'est nécessaire, mais ça c'est mon opinion. Hein. Après, je pense que ça n'a pas de, médicalement parlant, ça n'a pas de sens. Pour notamment les cancers des poumons. Les patients qui sont suivis pour des cancers des poumons, ils sont anxieux de savoir est-ce qu'ils vont être capables et d'avoir une... Peut-être que pour le cancer du poumon, il y a des spécificités par rapport à aux problèmes respiratoires que peut avoir chaque patient. Il faut s'assurer que ce ne soit pas négatif pour lui. Peut-être qu'il y a des spécificités à ce niveau-là. Mais par rapport au lymphome, si c'est au niveau médiastinal, peut-être il y a des... Je crois qu'effectivement, c'est des patients qui ont eu des traitements qui peuvent avoir des conséquences physiologiques sur le cœur, etc. Je parlais des certificats en général pour le sport. Mais, comment dire, je pense que c'est, pour moi, c'est plus quelque chose qui recouvre de la défense d'assurance, pour être sûr que s'il y a un problème, voilà. Mais sur le plan purement médical, je ne suis pas sûr qu'il faille... s'il faut faire un certificat, on fera un certificat. Ça, c'est pas ça qui va bloquer, en tout cas, les choses. Hein. Et puis, effectivement, moi, je n'ai pas l'habitude des cancers du poumon, puisque on n'a pas trop ce problème-là, finalement, en hématologie. Oui, non. À part un peu la fonction cardiaque, c'est tout ce qui... Donc, puis après, je peux comprendre qu'on demande un certificat médical si on veut s'inscrire à un club
pour faire une compétition, par exemple, on pousse, on essaye de pousser les capacités à un certain extrême. Je peux comprendre qu'on demande dans ces cas-là un certificat médical pour vérifier qu'on peut le faire. Mais là, l'activité physique adaptée après un traitement, c'est pas ça. C'est juste reprendre une activité, réapprendre. Donc, effectivement, là, je parlais tout à l'heure qu'on avait une étude où on essaie de démontrer. Donc, effectivement, on fait signer un certificat pour dire que la personne peut faire du sport. En fait, c'est une activité physique. Hein, donc, oui, on fait le certificat sans problème. Hein, Et puis ce qui est peut-être important à dire, là je sors de mon rôle d'animateur, c'est que l'activité physique adaptée, tout est dans le mot adapté aussi. Normalement, j'ai fait des articles récemment sur ces sujets-là. L'adaptation, ça passe aussi par l'accompagnement et de déterminer avec le patient ce qu'il est capable de faire, parce qu'au-delà de ses séquelles, au-delà de sa pathologie, aussi par rapport à son niveau de fatigue, à sa situation. Donc, l'activité physique adaptée, le déclenchement passe aussi par un accompagnement, normalement, par rapport à ses capacités et ses contraintes. Justement, un patient peut se trouver démuni, ne sachant pas quelle activité il pourrait pratiquer. Oui, c'est l'intérêt de cette activité physique adaptée, c'est de lui réapprendre. Il y a une désadaptation à l'effort dans beaucoup de situations. Donc c'est à réapprendre, à réutiliser ses muscles, son corps. Et là aussi, l'activité physique adaptée, ça peut être déjà, dans le cas des personnes, une grosse fatigue juste après les chimios, de descendre les escaliers, de se promener. L'activité physique adaptée a plein de niveaux, justement, qui peuvent être déjà des petites choses tout seul, avant de passer à des activités plus organisées, proposées par des associations. Là, on retombe aussi dans la question de l'offre, soulevée par Charlotte juste avant. D'autres questions à nos deux médecins? Moi, j'ai peut-être, je ne sais pas s'il y a une question. Oui, il y a une question là. Très bien. Bonjour, si je peux en poser deux. Alors, comment est-il possible... Approchez bien le micro, oui. Comment est-il possible d'avoir un lymphome lorsque 100% des recherches effectuées dans le sang sont dans les normes? Et deuxièmement, j'ai eu des traitements pour d'autres maladies. Alors, est-ce que les traitements des autres maladies peuvent provoquer le lymphome? Les maladies neurologiques, rhumatologiques et gastro-entérologiques. On n'a pas bien entendu le début de la question, peut-être. Oui. Comment est-il possible d'avoir un lymphome lorsque 100% des recherches effectuées dans le sang sont dans les normes? Dans les normes. Et donc, mon autre question aussi, c'était est-ce que le lymphome a comme possibilité d'origine les traitements neurologiques, rhumatologiques et gastro-entérologiques? Alors, le lymphome, c'est une maladie des ganglions, par définition. Donc, le sang, c'est des cellules qui viennent de la moelle osseuse. Donc, effectivement, dans ces maladies-là, ce n'est pas une maladie du sang. Enfin oui, même si c'est pris en charge dans certains services, ça s'appelle maladie du sang, mais c'est une maladie du ganglion. Donc, le bilan sanguin peut être strictement normal, effectivement, et la maladie présente, par contre, dans les ganglions. Après, pour la question, est-ce que certains médicaments peuvent donner des lymphomes? Alors, ce serait plutôt des lymphoproliférations, à partir du moment où on a un traitement où il y a besoin d'avoir recours à des traitements immunosuppresseurs, peu ou prou, alors avec des degrés divers, certains traitements immunosuppresseurs peuvent s'accompagner d'un risque plus ou moins important de lymphome. Alors en général, les traitements immunosuppresseurs ont été beaucoup d'entre eux sont sortis ces dernières années, et avec des précautions assez importantes sur le suivi du risque de lymphoprolifération. Et donc ça, c'est relativement surveillé, oui, sur le risque était important, voilà. Merci. Pour conclure cette session, moi, ça m'inspire une remarque, ce terme de chronicité et de ressenti par à la fois les patients et les différents professionnels. Avec le versant positif et négatif, quand on se positionne dans le fait qu'on chronicise certains cancers qu'on n'arrivait pas à guérir avant, ce qui est moins le cas peut-être pour certaines des hémopathies dont vous avez parlé, donc à ce moment-là, ça peut être vu comme positif, et négatif quand on se dit que c'est vivre avec une maladie toute sa vie. Il y a un peu deux versants aussi positifs et négatifs dans cette notion de chronicisation. Comme toujours, tout n'est pas tout blanc ni tout noir. Donc effectivement, si on reprend le versant aigu, on a dit grosso modo 70% des patients vont réussir à être en rémission sur le long terme et peut-être guéris, mais ça veut dire que 30% ne le sont pas.
Et ce qui se passe maintenant, et si vous avez suivi un petit peu les journées du LISA, c'est que les ressources thérapeutiques sur ces patients qui rechutent deviennent de plus en plus importantes. Il y a eu des progrès récemment qui fait qu'on a plusieurs possibilités de traitement qui font qu'on chronicise d'une certaine façon une partie des patients aigus. Donc là, c'est plutôt du positif. Pour les patients d'emblée chroniques, on l'a dit aussi, les traitements permettent aussi d'allonger quand même la survie, mais ça reste une survie de maladie chronique. Donc là c'est le côté négatif où il y a toujours cette épée de Damoclès un petit peu sur la tête. Voilà, ou épée de Damoclès sur la tête ou en mer, vu que l'écran a changé quand on voit l'écran. Très bien. Un mot de conclusion sur ce point-là ou un autre, sinon on va passer à... Oui. Non, que conclure, sinon qu'effectivement c'est un problème très c'est une question qui pose qui en soulève beaucoup d'autres, avec deux aspects très très différents, selon que on est face à une maladie agressive finalement, donc aiguë, ou face au contraire à une maladie indolente, où donc là, comme l'a dit Christophe, c'est vraiment sur le long terme et maintenant le très long terme que ça se joue, avec un nombre de cartes à jouer finalement à chaque fois, qu'il faut jouer à bon escient pour essayer de tirer au maximum profit des armes thérapeutiques dont on dispose. Merci à tous les deux de vos commentaires, de ce premier éclairage scientifique sur la notion de chronicité. Et vous inviter à rejoindre la salle. Et on va prendre un petit peu de recul sur cette notion de